Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du décès de Larry Hellman et en l'occurrence comment quelqu'un qui n'avait rien demandé vis-à-vis de l'hypnose s'est retrouvé à être une icône de ces 20 dernières années sur le sujet. Larry Hellman, donc fils de Pauline et Dave Hellman, et il a été l'un de ceux qui les a pas mal accompagnés, notamment quand Pauline et Dave faisaient le tour des villes pour donner leurs cours d'hypnose. Je vous rappelle que une des spécificités de Dave Hellman est d'avoir produit une hypnose très directe, issue de l'hypnose de scène, de ses connaissances, mais qu'il avait orienté, parce qu'on lui avait demandé, vers des médecins. Du coup, ses élèves n'étaient que des médecins, ou en tout cas des personnes du staff médical. Et à l'époque, il louait un motel où il mettait toutes leurs revues et tout ce qu'il y avait comme éléments de support de cours pour une semaine, et il partait toute la semaine après autour du motel pour revenir en fin de semaine et plier bagages et partir. Donc il faisait vraiment ville par ville, et apparemment les cours étaient donnés le soir, ça pouvait durer très longtemps. Et Larry a assez tôt, jusqu'à ce qu'il nous expliquait qu'il parte au MIT, il a beaucoup aidé ses parents à ce niveau-là. Il s'est retrouvé certains soirs, quand il était plus âgé, à suivre les cours de son père. Et il voyait aussi son père recevoir du monde chez eux. Donc là, on n'était plus dans les motels ou plus dans les hôtels pour les conférences. Et il nous donnait pas mal de petits moments comme ça qu'il a pu observer. J'ai eu la chance de discuter longuement avec lui, notamment pendant les conventions online, Hellman, où il se retrouvait au café, et en fait au café virtuel, et on papotait pendant un paquet de temps où je lui posais plein de questions, parce que justement, je trouvais que c'était assez étrange que lui qui a travaillé dans l'armée et qui était passionné par l'aviation se retrouve à la fin de sa carrière à parler d'hypnose, alors que techniquement parlant, c'est pas quelqu'un qui a pratiqué beaucoup d'hypnose, voire très très peu. Il en a fait quand il était un peu plus jeune, même très jeune, quand il était vraiment le fils de Dave Hellman, puis une fois qu'il est parti faire ses études et autres, même s'il nous a donné quelques anecdotes quand il était au MIT et puis un petit peu plus tard à l'armée, globalement il l'utilisait pas, il avait la connaissance d'eux, mais c'était pas un praticien ou un pratiquant de la dite discipline. Il s'est avéré que à sa retraite, lui, il voulait s'orienter vers ses passions, mais parce qu'il était fils de Dave Hellman, il s'est retrouvé à être mis en avant, valorisé dans des conventions, il a été invité un peu partout, etc., etc. Ce qui a fait qu'il s'est retrouvé dans un monde qui n'était pas vraiment le sien, et heureusement que Cheryl, elle a bien accroché, donc sa femme, et qu'elle s'est un peu formée, etc., etc. Comme ça, elle, avec son dynamisme, elle pouvait vraiment faire vivre tout ça, et il avait quand même du plaisir à être reconnu, mais imaginez à quel point ça doit être chiant de se dire qu'une grosse partie de sa vie, quand on est gamin, et après, une fois qu'on est à la retraite, on ne reste que le fils de Dave Hellman. Et cette notion où à un moment donné on peut se dire gamin, à un moment je partirais de cette espèce d'influence et de dépersonnalisation de ce que je suis, c'est avéré pas le cas pour lui, où il s'est retrouvé en fin de vie, en tout cas à la retraite, dans une démarche où il devait parler d'un système qu'il maîtrisait pas forcément, et donc il parlait beaucoup d'anecdotes. Après, les cours étaient quand même cool, hein. On sent qu'il avait la connaissance. Comme je vous dis, il n'était pas praticien. Donc moi, j'ai pu faire le trainer avec lui, me former en tant que trainer de la Development Institute. J'ai suivi tous ses cours hypnothérapie. En fait, hypnothérapie, c'était il reprenait le bouquin de son père et il nous donnait des informations, des éléments. Vous pouvez retrouver tous les feedbacks. Logiquement, ils sont dans la playlist hypnose hellmanienne. Et je vous donnais soir après soir les différents retours qu'on avait sur l'ouvrage, les ouvertures qu'il avait par rapport à ça, ce qu'il nous donnait comme indication, etc. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrisait
le sujet d'un point de vue théorique. Je pense que d'un point de vue pratique, c'était pas du tout le cas, et de toute façon, c'était pas ce qui lui était demandé. Et c'est peut-être aussi un peu dommage, parce que bah il a pas pu lui-même se laisser aller dans un propre modèle hypnotique, parce que il devait suivre, entre guillemets, ou en tout cas il était attendu, parce qu'il devait rien du tout, mais il était attendu comme l'héritier, et ce qui est un gros poids. Du coup, ce qui, moi, m'intéresse dans sa vie, c'est de se dire, ok, on peut avoir un paquet de passions, et l'hypnose peut en être une, mais, et c'est là où on le voit, là je le mets avec l'hypnose, mais on pourrait le généraliser dans les sports, je le vois énormément aussi, parfois, parce qu'on aime tellement ça, on veut que les personnes qui soient proches, et d'autant plus les enfants, suivent un petit peu la passion qu'on a pu avoir. Combien de personnes vont proposer de l'auto-hypnose et de l'apprentissage à leurs enfants et disent non, non, mais c'est bien, tu verras, alors que bah, ça leur plaît pas. On peut en parallèle prendre José Silva qui a imposé à ses gosses de faire de l'hypnose, notamment ses deux premiers, et ils en faisaient plutôt bien. Il les hypnotisait, puis après il leur avait appris comment faire un peu d'hypnose, ou en tout cas réexploiter les ancrages. Et on voit a posteriori, c'est quand même des personnes qui se sont orientées pour la majorité. Je pense aux deux premiers, donc José Junior et Isabelle. Il y en a une, je crois qu'elle était elle était infirmière, et l'autre, il est dans une boîte dont je me souviens plus le nom. Mais eux, ils se sont pas plongés à suivre la méthode Silva comme d'autres des enfants de José qui ont plus géré un business que développer quelque chose. Cette notion d'imposer ou d'être happé, ah bah t'es le fils de, ah bah ton père il a été champion de foot, il a été champion de volley, etc. Ou ta mère, et tu le fais parce que bah c'est cette notion de fidélité familiale, à se dire non mais je ne peux pas, j'ai un nom, j'ai une mission, j'ai un devoir. C'est ultra pesant pour les enfants, ça ne les rend pas forcément heureux à un moment donné, parce que il y aura toujours, oui, mais t'es le fils d'eux, s'il y a des réussites. Donc c'est jamais de ton fait, c'est toujours du fait que quelqu'un dans ta famille a été. On peut le voir avec Léon Marchand, hein. Ses parents ont été olympiens tous les deux. Et on se dit, bon, bah, il est incroyable. Mais c'est aussi normal parce que la génétique, entre deux gens, deux personnes qui étaient déjà au haut niveau, etc., etc. Ce qui enlève un petit peu, tout étant relatif bien sûr, hein, mais de d'individuation, si on reprend une notion jungienne, à dire tu es qui tu es, tu n'es pas le réceptacle des désirs de tes parents ou des attentes de tes parents, ou pire, des personnes qui te voient comme étant l'héritier, le descendant de tes parents, et qui doit du coup avoir les mêmes qualités, compétences, voire appréciation vis-à-vis de discipline, vis-à-vis de cheminement. Ça nous permet bah, ces histoires-là de revenir sur nous-mêmes, les attentes qu'on peut avoir sur les autres, sur ah bah il est l'héritier d'eux, c'est le fils d'eux. On l'a aussi avec les personnes, je pense à Charles Tebetz et Roy Hunter. On peut se dire bon bah Roy Hunter, bon, il encense à fond Charles Tebetz, hein, qui a été son professeur, Charles Tebetz, qui a été un de ceux qui a développé la thérapie des parties le plus structuré dans l'hypnose, qui a été le père fondateur de cet aspect-là. On peut se dire, bah, on attend du Tebetz dans du Hunter, alors que Hunter, il a sa manière de faire. D'ailleurs, il a arrangé pas mal d'éléments dans ce système technique. Et on peut l'avoir un peu avec tout le monde, avec les héritiers, à se dire, ah bah il va faire pareil, ou il a été considéré comme celui qui lui ressemble le plus. Ah mais du coup, c'est super compliqué pour ces gars-là de pouvoir développer peut-être ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, même s'ils sont hyper contents d'être justement les successeurs. Mais les successeurs sont aussi là pour proposer de nouvelles choses, pour aussi se libérer des carcans sociaux, les carcans divers que ont pu donner le fait d'avoir un héritage qui soit intellectuel, qui soit technique, qui soit sportif, qui soit culturel, etc. etc. Je trouve que l'histoire de Larry, même si vraiment on sent qu'il a kiffé hier sur mon flux d'infos, je voyais tout le monde qui me prenait, qui mettait leurs photos de eux avec Larry, et à quel point Larry il a été aimé et apprécié.
Mon côté à moi, c'est de me dire j'espère qu'il a été apprécié parce qu'il était Larry et pas parce qu'il était simplement le fils de Devilman. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Puis voilà, ciao!